Alors bonsoir, puisque comme c'est l'hiver, non, bientôt, c'est plutôt bonsoir. Après, j'espère que ce sera bonjour. Donc on va cette année inaugurer un cycle un peu particulier, puisque la semaine prochaine et la semaine d'après, ce sera exceptionnel. Il y a un événement d'une ampleur quasiment mondiale, avec le Pantathéâtre et l'Université populaire de Caen. Donc je vais laisser la parole à Sandrine qui va expliquer un tout petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine et celle d'après. Voilà, bonsoir à tous, bienvenue au Panta. Deux, trois petits mots avant de rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, deux, trois petits mots nous concernant. Donc ça fait très longtemps qu'on accueille Nicolas et l'Université populaire sur le cours d'économie. Ça fait des années maintenant. Alors on a juste des petites choses désagréables tout de suite. Deux ou trois petites règles ici qu'on vous demande, s'il vous plaît, de respecter. Comme vient de le dire Nicolas, nous entrons dans l'hiver. Donc surtout, merci de penser à fermer la porte quand vous rentrez dans le lieu. Sinon, on passe notre temps à dire merci de fermer la porte. Voilà. Et puis surtout, pour les gens qui viennent à vélo, je sais que c'est pas toujours pratique, mais surtout ne mettez pas vos vélos sur les barrières qui sont devant. Ce sont des barrières de sécurité en cas de problème. Il faut surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit dessus. Voilà. Ça, c'est juste les petites règles. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on peut parler du reste. Donc, il y en a un certain nombre d'entre vous qui nous connaissent. Le Pantathéâtre, c'est une compagnie. Ça veut dire qu'on crée nos spectacles et qu'on les fait tourner dans les autres théâtres de France et à l'étranger. Voilà. Donc, je me permets de vous distribuer. Voilà, ceux qui en veulent une peuvent en prendre une. Je mets de l'autre côté. Et vous pouvez faire monter si vous voulez. On peut faire enseignant. Voilà. Donc on a des créations et on a quelques spectacles accueillis aussi, dont un notamment un spectacle accueilli qui est Chercher la faute, qui est une adaptation largement inspirée d'un essai de Marie Balmary pour ceux qui la connaissent. Voilà, c'est monté par François Rancillac du théâtre de l'Aquarium et je peux t'en laisser quelques-uns si tu as besoin. Et en fait, on va un peu réfléchir sur cette histoire de faute originelle. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis voilà, on a des reprises de créations déjà d'autres années, comme Broken, qui sera présenté là en décembre, vous allez le voir dans la plaquette, ou comme Espia a una mujer que se mata, qui est une variation de Oncle Vania de Tchekhov, mais une variation faite par un auteur contemporain argentin, qui est Daniel Véronèse. Et puis, on aura cette année une création, c'est vraiment une année exceptionnelle, d'un texte de Pascal Rambert. Certains avaient peut-être vu ici Clôture de l'amour, voilà, qui était un texte de Pascal Rambert. Alors, il a écrit le texte expressément pour Guy Delamotte et Véro Dahuron, qui sont les co-directeurs du Panta. Donc c'est un texte pour eux deux, et il a voulu expressément que Guy, qui d'habitude fait plutôt la mise en scène, joue dans le spectacle. Donc Guy sera sur scène avec Véro Dahuron, qu'on a l'habitude, elle, de voir sur scène, et c'est aussi Pascal Rambert qui fait la mise en scène. Voilà. Ensuite, dans nos petits accueils, justement, on a... Alors, je vous refais passer un petit papier. On a... On fait une soirée cette année, ce sont les 70 ans de la décentralisation théâtrale. Je ne sais pas si ça parle à certains. C'est quelque chose de très important pour nous dans le théâtre. Voilà, si on remonte 70 ans en arrière, on a toute une... Allez-y, entrez, hein, messieurs, dames. On a voilà, tout un changement au niveau du théâtre qui a permis d'avoir des lieux comme on a ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour ces 70 ans, on projette un film, ce qui est assez rare au Panta. On y fait quand même plutôt du théâtre. On projette un film qui s'appelle Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation. C'est un film documentaire de Daniel Kling. Et ce film a été présenté au Festival d'Avignon là, cette saison, en 2017. Voilà, apparemment c'est un très beau film. Je ne l'ai pas vu, je vais le découvrir. Et ce film-là aura lieu le 28, mardi 28 novembre, à 20h, ici même. Donc, nous avons fait la demande à Nicolas, qui a bien voulu accepter, et on le remercie grandement, s'il était d'accord pour faire 2 séminaires sur l'économie de la culture.
Donc, effectivement, vous allez avoir 2 cours qui vont être un petit peu plus particuliers. Pour le contenu, c'est lui qui va s'en charger, de vous dire ce qu'il y a dedans, pour accompagner un peu ce film. Donc, le premier séminaire sur l'économie de la culture, ça sera mardi prochain à vos heures habituelles, c'est-à-dire 17h30, 19h30. Et le deuxième séminaire sera le mardi 28 à 18h. Donc, attention, on décale. À 18h, juste avant la projection du film. Voilà. Donc, très concrètement, ça veut dire que vous aurez le cours d'abord. Par contre, s'il y a des gens qui veulent rester et assister aussi au film, attention, je l'ai marqué sur le petit papier. Vous avez de la place par ici, si vous voulez, monsieur. Vous pouvez faire le tour, il n'y a pas de problème. Il faut bien sûr réserver. Et là, bien sûr, ce n'est pas entrée libre, c'est payant. Mais il y a un tarif toujours particulier pour les gens de l'UP. Donc, le tarif réduit, en l'occurrence, ce sera 5 €. Voilà, pour voir le film et la prestation de Nicolas. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez, voilà, vous passez un petit coup de fil ou vous venez me voir après, moi je reste là ce soir, donc si vous voulez, je suis à votre disposition. Je m'appelle Sandrine. Voilà, je vous laisse avec Nicolas. Merci Sandrine. Bien, puisqu'on a commencé par les anniversaires, 70 ans de décentralisation culturelle, c'est quand même un bail. Donc ça commence en 1947. Et cette année, évidemment, on fête plus que les 70 ans, puisqu'on a quand même un centenaire qui est un centenaire assez essentiel, que peu de conférences, de réunions et même de chefs d'État se donnent la peine de fêter, puisque même le chef d'État le plus en phase normalement avec cette révolution, celle de la Russie évidemment, Poutine ne veut pas fêter cette révolution, ça lui fait peur. Donc on est dans un moment où assez bizarrement, pour cette fois, la commémoration n'existe pas. C'est-à-dire qu'en gros, cette révolution est en train de passer un tout petit peu inaperçue. Pourtant, elle est assez intéressante d'abord pour son départ. Le départ, on parle de la révolution de février. En fait, la révolution de février a lieu en mars, puisque le calendrier julien est en retard de 13 jours par rapport au calendrier grégorien, qui est celui de l'Europe de l'Ouest. Et donc, du coup, on a une révolution qui part de la manifestation des femmes, puisque le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes, et ce sont les femmes qui décident de manifester à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à Pétrograd, et qui lancent, en fait, réellement le début de la révolution. C'est quand même un peu intéressant de rendre compte de cet événement de cette manière-là. Et la révolution d'octobre a lieu, évidemment, en novembre, puisque ça a commencé normalement la semaine dernière. Et cette révolution d'octobre, aujourd'hui, on a quand même de nouvelles versions. On va faire une table ronde en février, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec Michel Onfray et Jackie Decken, autour de cet événement, qui est un événement quand même fondamental pour tout ce qui est le XXe siècle. Donc voilà, c'était pour dire un petit mot sur le centenaire. Et comme on fête plein de choses, donc fêtons aussi, si je puis dire, parce que ça fait quand même 10 ans que la crise a commencé. Et cette crise qu'on appelle d'habitude, j'en ai beaucoup évidemment parlé, d'une crise systémique, cette crise systémique aujourd'hui n'est toujours pas terminée. Et nous sommes dans ce mouvement de crise systémique. Crise systémique, ça signifie que nous ne sommes pas seulement dans une crise économique, une crise financière, une crise sociale, mais que c'est un peu tout ça à la fois, que c'est une vraie crise de système, c'est-à-dire globale, qui touche l'ensemble de la société, des ressorts de l'économie comme des ressorts sociaux. Nous sommes réellement dans ce mouvement qui est un mouvement très profond, parce que c'est un mouvement de transformation qui est un mouvement de transformation globale. Et si on voulait résumer ces 10 ans de crise, on pourrait faire d'abord, comme le fait l'INSEE dans le numéro spécial d'économie et statistique, qui s'appelle 10 Years After. Je préfère en anglais parce que ça fait plus beau, ça fait titre de film. Et donc, 10 ans plus tard, les 10 ans de crise égale Macron. Donc,
avez remarqué que c'est quand même un peu résumé, mais assez juste, parce que l'arrivée de Macron, contrairement à ce que dit un ancien économiste, Dominique Strauss-Kahn, ce n'est pas lui qui a fait en sorte que politiquement ce soit un désert, mais que c'est le désert politique qui a forgé l'arrivée de Macron comme président de la République. Et en fait, nous sommes aujourd'hui dans un espèce de maelstrom assez bizarre, assez curieux, où il n'y a plus de droite, plus de gauche, suivant les critères habituels en tous les cas et les différenciations habituelles. Il n'y a plus de références qui soient des références, comme on disait avant, en termes de classes sociales différentes, antagoniques, la classe sociale des capitalistes et la classe ouvrière, puisqu'on parlait comme ça il fut un temps. Aujourd'hui, tout ça, c'est un tout petit peu gommé. Toutes ces frontières se sont estompées, évanouies, et nous sommes dans un monde un peu étrange. Et je pense que réellement, c'est le résultat de la crise systémique, c'est-à-dire, en gros, cette crise systémique a fait en sorte de casser l'ensemble des ressorts qui étaient les ressorts sociaux existants jusque-là. Et on est en train aujourd'hui de continuer ce chamboulement, ce basculement du monde, comme je l'ai intitulé dans mon dernier livre, où il m'en reste 3, alors peut-être que je les amènerai. Et on est réellement dans cette situation, c'est-à-dire on a vraiment l'image d'un monde qui reste un monde accroché à l'ancien, je parle comme Macron quasiment, et qui est incapable pour le moment de pouvoir déterminer ce qui est nouveau dans ce monde, c'est-à-dire d'offrir un futur. Et on voit bien cette absence de futur dans tout ce qu'on a vécu depuis la rentrée scolaire 2016-2017. Hein, la vraie année, c'est l'année scolaire. Hein, l'année civile n'existe pas réellement. Donc, faites un effort. Mettez-vous l'année dernière à cette même époque et vous verrez que tout a changé quasiment. On était dans un contexte où normalement à droite on allait avoir Fillon, non Juppé pardon à l'époque parce que c'est pas juste. Et ensuite Fillon, on allait avoir peut-être Hollande qui allait se représenter. C'était à peu près sûr. Hein, je dis peut-être, mais à l'époque c'était à peu près sûr. On avait donc une situation qui était une situation assez traditionnelle. On avait un candidat de la gauche dite social-démocrate, on avait un candidat de la droite un peu centriste. Donc tout ça était dans la logique du passé, quasiment. On n'était pas choqués. Or, rien, absolument rien ne s'est réalisé comme normalement les commentateurs l'avaient prévu. S'ils étaient un tant soit peu honnêtes, les commentateurs, ils diraient qu'ils se sont trompés sur toute la ligne depuis la rentrée scolaire 2016. C'est-à-dire, en gros, tout ce qu'ils avaient prévu, tout ce qu'on nous a bassiné sur la victoire, qui était une victoire sans problème de Juppé, sur la représentation de Hollande, tout ça était quand même mis en œuvre à ce moment-là. Tout ça, c'est totalement estompé, écroulé. On est dans un monde qui est un monde absolument qui cherche ses repères. On est vrai, il n'y a plus, on n'a plus les repères du passé et on n'a pas des repères qui permettent l'avenir. Et c'est particulièrement vrai avec la victoire de Trump, hein, puisque vous vous souvenez, il n'avait pas, tout le monde donnait aussi Hillary Clinton en tête, présidente des États-Unis. Hillary Clinton a gagné, hein, elle a fait 2 500 000 voix de plus que Trump, mais elle a perdu au niveau des grands électeurs, qui sont les grands électeurs par État. Et on a eu un président qui est un président unique, original, puisque lui, il se lève le matin, il tweet. Hein, il y en a qui ont compté qu'en un an, il a fait, je ne sais plus, 15 000 des poussières de tweets. Donc quelque chose d'assez ahurissant quand même quand on y pense, parce que c'est quand même le président de la première puissance mondiale. C'est pas un petit pays de rien du tout, c'est réellement quelque chose de très important qui s'est déroulé. C'est une véritable signification du basculement du monde, parce que ça n'aurait pas été possible autrement, la victoire de Trump. Donc on est réellement dans un monde qui a perdu tout repère et qui cherche une identité. Et cette identité, c'est forcément celle du passé. Et Trump, c'est le passé de ce point de vue. Et il y a un titre du Monde qui est assez extraordinaire qui dit voilà, États-Unis, Donald Trump ou la diplomatie du chaos.
je veux dire, c'est un oxymore. Hein. Il n'y a pas de diplomatie du chaos, ça n'existe pas. Et donc, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ce chaos, hein, c'est-à-dire de l'ordre de la destruction nécessaire du monde ancien pour pouvoir peut-être faire surgir quelque chose d'autre. Mais Trump, c'est pas quelque chose d'autre. Et il est vraiment très révélateur de ce poids du passé dont personne ne veut, avec lequel personne ne veut rompre, parce que on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. C'est l'aventure est quand même une aventure très très difficile. Hein, on est dans un monde qui est un monde qui logiquement n'est pas défini. Comment dans ce monde incertain, hein, où je dis souvent la seule certitude c'est l'incertitude, comment dans ce monde-là on peut justement jeter les bases d'un futur? C'est ça la question clé. Et évidemment, dans ce monde de recherche d'identité, c'est ça le passé, de recherche d'identité, on n'a pas la capacité de pouvoir faire de la politique, parce qu'on a un éclatement généralisé. Quand on recherche l'identité, c'est évidemment un éclatement qui a lieu. Et du coup, la seule branche, si je puis dire, qui est une branche qui va casser bientôt, sur laquelle on peut s'asseoir, c'est la branche du libéralisme économique. C'est-à-dire, en gros, la seule idéologie qui reste, même si elle est en crise, parce qu'on voit bien qu'elle n'explique plus rien, que beaucoup d'économistes, soi-disant officiels, des chefs économistes du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'OCDE, sont en train de rompre avec le libéralisme, mais ça n'empêche pas les différents gouvernements de poursuivre dans la même voie, avec l'idée que la seule solution, c'est de déstructurer tout ce que sont les acquis sociaux, parce que c'est la seule façon de pouvoir diminuer le prix de la force de travail, le salaire, et donc de pouvoir monter les profits. Et on ne raisonne pas sur les restructurations nécessaires à l'heure actuelle autour de tout ce qui est nouveau. Et ce qui est nouveau particulièrement, c'est ce qui a trait au travail. On a aujourd'hui une nouvelle révolution technologique. Elle n'est pas nouvelle en tant que telle, la révolution technologique de tout ce qui est les technologies de l'information et de la communication, l'éthique, comme on dit d'habitude, j'aime beaucoup l'éthique. Et donc, c'est pas ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est son ampleur. C'est le fait qu'aujourd'hui, cette nouvelle révolution technologique passe à l'intérieur des entreprises, ce qui remet en cause toutes les structures qui existaient jusque-là, toutes les structures notamment, non pas de l'emploi seulement, mais du travail. Et il y a un dossier qui est un dossier assez intéressant qu'a fait la revue, justement, Santé et Travail, autour de Demain le travail. Et ce qu'ils disent est quand même assez intelligent, parce que d'abord, il faut évidemment avoir un usage de la prospective, essayer de déterminer comment il y aura une nouvelle organisation du travail à l'intérieur des entreprises. Et puis, est-ce que les transformations qui sont les transformations en cours sur notamment le travail à la tâche est la solution par rapport à ces technologies de l'information et de la communication? Est-ce qu'il peut y avoir une coopération, et laquelle, entre humains et robots? Comment est-ce qu'on peut justement tenir compte de la robotique pour pouvoir transformer, non pas, encore une fois, seulement l'emploi, mais le travail? Il y a maintenant un type d'agriculture qu'on appelle l'agriculture 2.0, c'est-à-dire tout ce qui est informatisé par cet intermédiaire. Est-ce qu'il y a des espoirs derrière? Est-ce qu'il y a quelques doutes? Est-ce qu'on peut permettre par ce biais-là de pouvoir alléger la charge de travail humain? Ou est-ce qu'il y aura au contraire une transformation du travail qui fera que l'intensification du travail sera aussi présente dans l'agriculture, provoquant, comme partout, des suicides ou des dépressions? Les questions sont posées, hein. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de réponse. Mais ce qu'on s'aperçoit très souvent, c'est que la santé des salariés, est une variable d'ajustement par rapport à la précarité. C'est-à-dire que ça permet de pouvoir justifier de la précarité de ce point de vue. Et puis, on a toutes les questions autour de la qualification de demain et de savoir comment on va reconnaître la qualification. C'est un dossier qui est un dossier intéressant dans ce qu'il pose comme type de questions, parce que traditionnellement, on a quand même des questions, et c'est le cas des différentes politiques gouvernementales, qui tournent trop autour de l'emploi, autour de la baisse du coût du travail,
et non pas sur le travail lui-même et le type de travail qu'on sera amené à faire demain dans le cadre de la nouvelle organisation des entreprises. Et juste une parenthèse, quand on parle de l'emploi et de la baisse du coût du travail, vous avez remarqué quand même dans les revendications du MEDEF une absence. Non, l'absence, c'est le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. On ne parle plus de ce salaire minimum, on ne parle plus du SMIC. Il n'y a plus de revendication de la part du MEDEF. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que le gouvernement actuel, dans la suite du gouvernement précédent, quoi qu'il en dise, a diminué toutes les cotisations sociales des entreprises. Et quand on diminue les cotisations sociales des entreprises, et donc l'augmentation de la CSG qui va de pair, eh bien, du coup, il n'y a plus besoin de s'attaquer au salaire minimum parce qu'en fait, le coût du travail a diminué par l'intermédiaire de la baisse du salaire qu'on appelle d'habitude indirect ou socialisé. Et donc, on a une absence, du coup, dans les revendications du MEDEF. De temps en temps, il faut quand même le souligner. Voilà. Donc, dans toutes ces politiques, on a quand même un principe qui est un principe assez intéressant, qui est que les riches sont nécessaires à l'ensemble de l'économie. Vous avez peut-être entendu déjà ça. Et pourquoi? Parce que plus les riches sont riches, plus ça ruisselle. J'aime beaucoup cette théorie du ruissellement. Et le ruissellement fait en sorte que les pauvres, d'un seul coup, deviennent moins pauvres que précédemment, grâce au ruissellement. Et alors, vous avez dans Alter Echo du mois de novembre un dossier qui s'appelle « Les riches tirent-ils l'économie ?» Et je ne vous fais pas de suspense. La réponse est non, parce qu'en fait, ça ne ruisselle pas. Et dans les Paradise Papers, dans le scandale actuel, on s'aperçoit bien que ça ne peut pas ruisseler, puisque dès qu'on est un peu riche, et surtout quand on est beaucoup riche, eh bien, on fait tout pour échapper à l'impôt. Donc, on va ailleurs, voire ailleurs si on y est. On fait des montages qui sont des montages, je voudrais le dire, qui ne sont pas légaux, contrairement à ce qu'on nous a bassiné pendant une semaine sur c'est légal. Non, c'est pas légal. C'est pas légal, mais une partie n'est pas illégale. Autrement dit, comme disent les Anglais, nous sommes dans une grey zone, dans une zone grise. C'est pas légal, c'est pas totalement illégal. Voilà, c'est entre les deux, ce qui fait que les poursuites vont avoir lieu. Et j'espère, en tous les cas, qu'il y aura un certain nombre de procès. Donc, voilà, on est dans toutes ces théories aujourd'hui. On est resté en fait enfermé dans un cadre théorique qui est un cadre théorique néoclassique. C'est comme ça qu'on dit en économie pour le libéralisme, c'est-à-dire encore cette idée qu'il faut baisser le coût du travail pour augmenter le profit, que, suivant le théorème de Schmitt, le profit va pouvoir servir à financer les investissements et que, après-demain, bien tardivement, les investissements en question vont créer des emplois. Et à partir de là, évidemment, cette création d'emplois aura comme effet de pouvoir nourrir le marché final. Nourrissant le marché final, on aura un cercle, comme on dit, vertueux, qui permettra de sortir de la crise systémique actuelle. Toute cette construction-là ne fonctionne pas. Et on le sait depuis, en tous les cas, août 2007. On sait depuis août 2007, depuis l'entrée dans cette crise systémique, que toutes ces fausses solutions ne répondent pas à la situation, justement, qui est la situation qui est la nôtre désormais. Et donc, pour les 10 ans, en tous les cas, il faut revenir un tout petit peu sur le contexte pour comprendre ce qu'on dit aujourd'hui sur la conjoncture. Alors, août 2007, c'est dans la nuit du 8 au 9 août, puisque ça se passe à Wall Street, les bourses, la bourse de Wall Street d'abord s'écroule, à sa suite toutes les autres bourses. Les réactions qui se font jour à partir de ce moment-là sont des réactions uniquement, il faut le rappeler, des banques centrales. Les banques centrales prennent conscience qu'il y a une nécessité d'agir. Et donc, immédiatement, les banques centrales mettent des milliards de dollars, d'euros, de yens, de tout ce que vous voulez, sur les marchés financiers. Ils vont donc éviter par là même une situation qui est une situation de faillite généralisée. Parce que s'ils avaient laissé faire et s'il n'y avait pas eu d'intervention des banques centrales,
l'ensemble du système financier bancaire s'écroulait. Et donc c'est la première intervention. Cette première intervention, elle ne va pas être saisie par la plupart des commentateurs et des économistes. Éric Le Boucher, j'aime bien le citer parce qu'il écrit encore dans les Échos, à l'époque est directeur du Monde et directeur pour la rubrique économique. Et il écrit cette chose absolument bizarre qui est que la crise, le krach, s'explique par le fait qu'il y a des gens qui sont des abrutis, enfin il dit imbéciles, je crois, enfin, peu importe, qui n'ont pas compris en fait les mécanismes du marché, qui sont intervenus un peu trop sans comprendre que ça pouvait s'écrouler. Ça, c'est le côté imbécile de la chose. Et de l'autre côté, des truands. Alors les truands ont joué évidemment sur les marchés pour pouvoir avoir le plus d'argent possible avec des activités qui sont plus ou moins légales ou plus ou moins illégales. Voilà l'explication. Donc du coup, on a une crise qui est une crise qui n'en est pas une, hein. Alors les plus intelligents, parce qu'il y a quand même des commentateurs intelligents, il ne faut pas exagérer, disent que c'est un moment où c'est une stabilisation, parce que ça a trop monté et qu'à un moment donné, il faut, voilà, les marchés réagissent, s'autorégulent, et en s'autorégulant, eh bien, vous avez la baisse qui est une destruction, et cette destruction va permettre de faire repartir l'ensemble des marchés financiers de l'économie. Et ça va même assez loin, puisque vous vous souvenez peut-être que la faillite de Lehman Brothers, c'est dans la nuit du 14 au 15 septembre 2008. Et juste avant, une semaine avant exactement, je vais citer les noms, hein, Patrick Artus, Daniel Cohen, qui reviennent des États-Unis, disent la crise est finie. La crise est finie, pourquoi ? Parce que les marchés financiers ont bien réagi. Et c'est vrai que après une baisse qui est quand même une baisse sensible, très importante, les marchés financiers ont un peu remonté, pas beaucoup, parce qu'en janvier 2008, on va avoir une nouvelle crise. Mais c'est vrai que l'intervention des banques centrales a permis de limiter l'effet, l'impact qui est l'impact de la baisse. Et donc, on dit la crise est finie. Tout le monde va dire, c'est une grande chanson de Sheila, la crise est finie, la crise est finie. Et on va entendre ça très souvent. Et en fait, chaque fois que notre ministre de l'économie et des finances, qui est devenu secrétaire général du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, disait nous sommes à un pic haut, hein, ça reprend, le lendemain, paf, ça baissait. C'est extraordinaire parce que, en fait, vous pouvez prendre les déclarations de Christine Lagarde et inverser totalement. Chaque fois qu'elle dit tout va bien, et le lendemain, tout va mal. C'est assez extraordinaire quand même quand on fait juste l'histoire. Et donc, on a cette situation et il va falloir donc la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, pour qu'il y ait une prise de conscience qu'en fait, nous ne sommes pas dans un moment de stabilisation des marchés, etc., mais que nous sommes bien entrés dans une crise qui est une crise profonde. Et ça va se signifier, après la faillite de Lehman Brothers, par une récession qui sera tellement importante qu'aux États-Unis, on parlera de Great Recession. Et vous avez un article dans les Échos récemment qui dit « L'activité des banques à l'international est en convalescence depuis la crise », c'est-à-dire depuis 2008, parce que c'est de là qu'on date cette entrée. Donc depuis la faillite de Lehman Brothers, les banques n'ont pas retrouvé une activité similaire à celle qui existait avant août 2007. Et c'est vraiment très important de le comprendre parce que ça signifie que les effets de la crise ouverte en 2007, de cette crise systémique, se font toujours sentir. Et donc on va dire, évidemment, après, dans cette récession, qui va plus ou moins connaître des aléas d'augmentation et de baisse, mais on va être autour de la croissance zéro, on va dire très souvent que la crise est finie. Et puis, d'un seul coup, ça va repartir du côté de 2010. Ça, on a de ce côté-là une crise qui va être dite de l'endettement public. Ça commence évidemment avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Et en août 2011, c'est toujours au mois d'août, hein, c'est comme ça, je sais pas, c'est un peu une coïncidence.
en août 2011, il y aura de nouveau un krach financier. Et ce sera ce qu'on appellera la crise de l'euro. Et cette crise de l'euro reprend un scénario qui est celui de la crise de 2007, avec tout ce cortège de banques qui risquent de faire faillite. Et on trouve de nouveau, comme après la faillite de Lehman Brothers, l'intervention des États pour pouvoir sauver ses propres banques, ses propres capitalistes, contre, si c'est nécessaire, les autres. Chacun raisonnant, et on voit bien que le processus d'éclatement est contenu dans cette politique. Tout le monde raisonne sur la nation et sur les capitalistes nationaux qu'il faut sauver, y compris, encore une fois, contre les autres. Et du coup, l'idée même de l'Union européenne, et c'est le cas dans la crise de 2011 qui est la crise de l'euro, en prend évidemment un coup parce que ça signifie qu'on ne croit plus que l'Union européenne est légitime, que cette construction européenne est capable de répondre globalement à la situation qui est un contexte de crise. Et on va avoir le début d'une crise qui est une crise importante de légitimité. Et cette crise de légitimité, on va la retrouver aussi au niveau des États, parce que du coup, les États embourbés dans la politique d'inspiration libérale sont incapables de pouvoir faire des propositions d'avenir. Et quand vous êtes, en tant qu'État, je ne parle pas seulement des gouvernements ici, c'est au-delà des gouvernements, quel que soit le gouvernement, incapable de pouvoir faire des projets d'avenir, c'est-à-dire de se projeter et de projeter une population dans le futur, en mettant en œuvre évidemment une politique adaptée. C'est pas que cette politique est forcément juste, c'est pas que cette politique ne sera pas un échec, on ne sait pas, et personne ne sait, personne n'est capable de dire, mais en tous les cas de pouvoir proposer un projet d'avenir. Et ce projet d'avenir manquera à chaque fois, puisque tout le monde parlera du court terme, comme le font les marchés financiers, c'est-à-dire on s'installera dans ce court terme. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vous rappeler que l'année scolaire 2016-2017 était une année scolaire complètement délirante de ce point de vue, et qu'on ne fait pas très souvent, et je parle surtout des journalistes, parce que c'est un peu leur métier, l'effort de reprendre ce qui s'est passé, parce que on est tous, du coup, un peu Alzheimer, on n'a plus la mémoire. C'est bien parce que ça va recommencer, donc on se fait toujours de nouveaux amis, c'est connu, mais voilà, il nous manque en fait cette dimension qui est la dimension de cette vision du passé. Aujourd'hui, on n'arrive pas à pouvoir analyser le passé de manière à pouvoir se projeter dans l'avenir, parce qu'on a besoin de cette analyse. Et on a une analyse qui est très souvent limitée à ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit bien dans la succession des informations qui sont les nôtres qu'on s'installe dans le quotidien au détriment de tout ce qui fait les grandes tendances de ce monde. Donc on a aujourd'hui, comme résultat de ces 10 ans de crise, une multitude en fait de questions. On a, c'est sans doute peut-être le plus important, une crise idéologique qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne croit réellement que le libéralisme, que les marchés s'autorégulent, que les mécanismes du marché doivent être livrés à eux-mêmes, et que donc, à partir de là, poursuivre dans la même voie dans ce contexte de crise où on se dit que c'est pas possible que le libéralisme fonctionne, eh bien, ça crée un gap, un trou, si vous voulez, qui est le trou quasiment du canyon du Colorado. C'est-à-dire que les gouvernements poursuivent dans la même voie, alors qu'une grande partie aujourd'hui de la population ne croit plus dans les remèdes qui sont proposés. Et cette crise, qui est une crise liée à cette crise idéologique, qui est encore une fois une crise de légitimité de l'action politique, fait qu'il y a une abstention assez énorme et que beaucoup de gens maintenant se détournent de la politique en pensant qu'on ne peut plus rien faire par l'intermédiaire de la politique et qu'il vaut mieux faire autre chose dans son coin. Et donc on a une dimension qui est une dimension très forte aujourd'hui d'éclatement assez généralisé. Alors voilà le contexte. Et dans ce contexte-là,
on a une analyse de la conjoncture. Alors cette conjoncture, elle est évidemment assez merveilleuse, il faut le dire, puisque la croissance a repris. Vous savez, j'espère que vous êtes sensible quand même à tout ce qui se dit. Pour l'année 2017, nous aurons une croissance assez exceptionnelle de 1,8%. Alors le gouvernement avait prévu dans son budget 1,7 et l'INSEE vient de faire ses prévisions, enfin il se fait le mois dernier, et les prévisions de l'INSEE, c'est que ce ne sera pas 1,7 mais 1,8. Et les dernières prévisions de l'Union européenne qui viennent de paraître hier, c'est peut-être qu'on arrivera à 2%. Alors évidemment, ça fait chaud au cœur. On se dit, waouh, c'est reparti. Et le chômage, parce que je ne vous ai pas tout dit, et le chômage baisse. Nous étions à 10%, on sera à 9,4% vraisemblablement à la fin de cette... Je dis vraisemblablement parce que ce n'est pas encore fait. À la fin de cette année. Formidable. Bon, de l'autre côté, on ne va pas s'affoler. Il y a une augmentation de la précarité du travail, tout ça. Bon, enfin bon. Globalement, voilà, on a moins d'emplois aidés, donc le chômage va remonter aussi. Donc voilà. Alors on a l'impression que, une fois encore, il n'y a plus de crise, puisque la croissance est revenue. Alors quand on réfléchit un peu, et quand on regarde un peu le passé aussi, on s'aperçoit que, en fait, depuis 2011, c'est-à-dire depuis la deuxième secousse, depuis 2007, sur les marchés financiers et sur l'ensemble de l'économie, bien, on a eu une sorte de stagnation. La croissance, globalement, a très très peu augmenté. On prend le cas de la France parce que c'est plus simple. On a évolué entre 0, 0,5 et l'année dernière, en 2016, pour prendre cet exemple, on a eu, merveille, 1,1% de croissance. C'est la réalisation de l'an dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé justement cette année qui fait qu'on peut crier à quelque chose dans la conjoncture? Prenons ça comme ça globalement. La seule chose qui est réelle dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que nous, en fait, on est dans la fin d'une séquence. Il y a une séquence ouverte en 2011 par la crise et par la crise de l'euro. On a mis 6 ans pour sortir de cette séquence. Quand vous regardez les chiffres de la croissance, mais surtout les chiffres de la productivité, parce que c'est plus clair, travail, vous verrez qu'il y a une sorte de stagnation, de baisse même de la productivité du travail pendant toute cette période. Et de l'autre côté, vous avez eu quasiment pas d'investissement productif, c'est-à-dire d'investissement des entreprises pour pouvoir accroître le nombre de machines et leur production. Au contraire, on a une baisse, une légère baisse, une stagnation de l'investissement productif toutes ces dernières années. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dans les enquêtes de l'INSEE actuelles, enquêtes vers les chefs d'entreprise, ils n'envisagent pas d'augmenter leur investissement productif dans l'année qui vient. Ça limite les 1,8 ou 2% de croissance. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la séquence ouverte en 2011 ? Bien, la séquence ouverte par 2011, c'était la crise de l'euro, c'était donc une deuxième crise financière. Elle est désormais atténuée et on peut penser qu'il y aura aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle séquence. Ce n'est pas une période, c'est une séquence. Donc, c'est ça la signification des 1,8%. Ce n'est pas le retour de la croissance. Et si on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit que c'est très peu. On passe de 1,1 à 1,8% ou 2%, mais c'est une croissance faible par rapport à ce que le monde capitaliste a vécu depuis 2011. On a eu non seulement la chute des cours, la chute de l'euro, mais on a eu une récession, puis après une stagnation. Si vous regardez un tout petit peu la théorie des cycles, elle est surtout américaine,
désormais, on s'aperçoit que, logiquement, plus la récession est longue, plus elle est profonde. Là, elle n'a pas été profonde, mais elle a été longue. La sortie de la récession se marque par une croissance importante, par une poussée de croissance. Or, quand vous regardez le monde, les pays capitalistes développés, vous avez aux États-Unis une très faible croissance qui est en train de baisser. Là. Trump est assez merveilleux de ce point de vue, parce qu'il y a des effets quand même des politiques. Et donc on avait 2,4% en moyenne annuelle dans les 6 premiers mois, et ça, c'est en train de baisser à l'heure actuelle. C'est une très faible croissance pour les États-Unis. Dans la zone euro, on va peut-être atteindre 2% globalement par l'intermédiaire de l'Allemagne qui a augmenté ses exportations, et d'ailleurs ses exportations dans le cadre de la zone euro. Donc, c'est relativement faible par rapport à ce que le monde a vécu, enfin du moins ce que les pays ont vécu depuis 2011. Et il faut avoir cette idée, ça veut dire que toutes les causes qui sont des causes qui ont provoqué les deux crises, celle de 2007 et celle de 2011, toutes ces causes sont encore vivaces. Et on pourrait dire, il n'y a que vous, on a l'habitude, vous êtes un peu pessimiste, vous pensez que la crise existe toujours. Là, en l'occurrence, non, parce que le Fonds monétaire international a publié le mois dernier une étude qui dit tous les ingrédients d'une nouvelle crise financière sont réunis, et cette crise financière sera plus profonde que les précédentes. Alors, il faut dire, quand même, pour la petite histoire, dans le même temps où cette étude paraît, la veille dans les journaux, vous aviez une autre étude du Fonds monétaire international qui disait la croissance mondiale rebondit. On rebondit toujours, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs. Mais... Donc, quand vous prenez les journaux de la veille plus ceux du jour, vous les mettez côte à côte, vous dites, mais le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui est un organisme homogène ou pas? Et bien, en fait, les deux études sont deux études faites par deux départements différents. Il y a un département qui s'occupe de la croissance mondiale, et donc qui publie ces chiffres. Et donc, logiquement, d'ailleurs, la croissance mondiale devrait effectivement augmenter en 2017, peu, mais augmenter. Et de l'autre côté, vous avez un département qui s'occupe de tout ce qui est question financière, crise financière. Mais le problème, c'est, si vous faites le lien entre les deux, c'est que la croissance qui existe aujourd'hui, qui est une croissance donc faible, est une croissance qui est menacée par une prochaine crise financière. Et si vous prenez la situation qui est celle aujourd'hui de la Chine a une croissance par rapport à l'habitude qui est de moitié. D'habitude, la Chine fait une croissance de 12%. Aujourd'hui, elle enregistre une croissance de 6%. C'est pour ça d'ailleurs que Xi Jinping fait la route de la soie, c'est-à-dire de très très grands investissements qui sont des investissements publics en termes de communication, qui vont permettre à la Chine, c'est ce qu'il a dit en tous les cas, de s'ouvrir, et donc, mais en même temps de pouvoir évidemment participer à la croissance chinoise, parce que du coup, ça crée des emplois, ça permet à la Chine de pouvoir essayer de lutter contre la baisse de sa croissance qu'elle enregistre à l'heure actuelle. Donc on a cet environnement qui est un environnement marqué par les possibilités qui sont des possibilités de crise financière qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Et on voit bien que les banques centrales ont pris conscience de cette situation. Les banques centrales, je l'ai raconté souvent, mais depuis 2011 en tous les cas, et plus sérieusement depuis les années 2015-2016, sont massivement intervenus. On ne va pas prendre la Banque de réserve fédérale américaine, mais la Banque centrale européenne a baissé ses taux d'intérêt. On est aujourd'hui à 0% ou un tout petit peu moins. C'est la première fois quand même que, encore une fois, j'insiste, mais qu'on a des taux d'intérêt négatifs, des taux d'intérêt nominaux négatifs. Ce n'est pas le taux d'intérêt réel avec l'inflation.
Et donc on a cette situation, plus évidemment une création monétaire jamais vue, puisque cette création monétaire, elle a quand même été dans un premier temps, pour la Banque centrale européenne, de 60 milliards d'euros par mois, pour passer ensuite à 80 milliards d'euros par mois, et nous sommes aujourd'hui revenus à 60 milliards d'euros par mois. Mais il y a toujours cette intervention de la Banque centrale européenne. Et cette intervention de la Banque centrale européenne a comme conséquence, évidemment, de bloquer le marché obligataire, puisqu'ils achètent sur ce qu'on appelle le second marché, c'est-à-dire toutes les obligations qui circulent à l'intérieur des marchés financiers, et non pas celles qui sont créées pour pouvoir obtenir de l'argent, du financement. Et elles rachètent toutes ces obligations qui sont des obligations d'État des grandes entreprises. Aujourd'hui, le premier créancier de l'ensemble des États et des grandes entreprises, c'est la Banque centrale européenne. Ils ont plus de 1 000 milliards d'euros d'obligations dans leur coffre. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Donc, c'est, comme ils disent, c'est dans les journaux, à l'INSEE, c'est des interventions non traditionnelles. On est dans le non traditionnel. De nos jours, quand même, c'est quand même important. Donc, on a ce premier élément qui montre la dimension de crise et qui montre en même temps que si les banques centrales changent de politique, ce qu'elles veulent faire, la Banque de réserve fédérale américaine, la Fed, a déjà commencé avec Janet Yellen, donc, qui aujourd'hui est remplacée, mais on ne sait pas trop ce que donnera le nouveau président de la Fed. Et c'est pareil pour Mario Draghi, c'est à quel moment on s'arrête et comment on s'arrête. Parce que si vous arrêtez de financer les marchés financiers, ça signifie qu'évidemment, vous pouvez avoir une crise ouverte et une crise rapide. Donc il faut d'abord, ils ne savent pas non plus, ils sont comme nous. C'est ça qui est merveilleux dans cette histoire. Donc ils font des effets d'annonce, comme tout le monde, sur « Ah, attention, on va bientôt s'arrêter ». Donc ils disent ça fait quand même 1 an que Mario Draghi dit on va quand même arrêter tout ça. Là. Mais il n'arrête pas, parce que, évidemment, voilà, c'est un peu comme l'état d'urgence, si vous voulez. Pour avoir un exemple, vous rentrez dans l'état d'urgence, et à quel moment on sort de l'état d'urgence ? Là, ils ont répondu, on met l'état d'urgence dans la loi, comme ça, il n'y a pas de problème. Le problème de Mario Draghi, c'est qu'il ne peut pas le faire, ça. C'est pas possible. Donc, du coup, il cherche. Tout le monde cherche, c'est pas parce que tout le monde sait que les conséquences peuvent être catastrophiques. C'est ce que dit aussi, d'ailleurs, le rapport du Fonds monétaire international, de ce point de vue. Donc, voilà, à ce moment-là. Et dans ce moment précis, on a une autre question qui se pose. La première question, donc, c'est à quel moment cette politique monétaire va-t-elle s'arrêter ? Et la deuxième question, Janet Yellen, avant de partir, avait dit il y a un mystère. Enfin, ce mystère, a-t-elle dit, c'est l'inflation. Alors, pourquoi est-ce que l'inflation est un mystère du point de vue de Janet Yellen ? Eh bien parce que on n'a jamais créé autant de monnaie. Toutes les banques centrales, la banque centrale américaine, européenne, chinoise, japonaise, toutes ont créé de la monnaie. Normalement, dans la théorie économique, qui est assez juste de ce point de vue, la création monétaire, quelle que soit son origine, produit de l'inflation. Puisque plus vous créez de la monnaie, et si vous ne créez pas une production à la mesure de cette création monétaire, et en général, ce n'est pas le cas, ça veut dire que chaque marchandise, évidemment, baisse de prix. Donc, il faut plus de monnaie pour acheter la même marchandise. Donc, c'est la logique. Et là, on s'aperçoit que depuis qu'il y a ce quantitative easing, c'est comme ça qu'on dit quand il y a des taux d'intérêt très bas, et la création monétaire, mais depuis qu'il y a cette politique monétaire, il n'y a pas d'inflation. Enfin, il n'y en a pas. L'objectif fixé par la Banque centrale européenne, c'était 2% d'inflation pour la zone euro. Avant, c'était 2% quand on en avait 5. Ça veut dire qu'il fallait diminuer la masse monétaire en circulation.
Maintenant, on n'arrive même pas aux 2%. Alors, nous sommes en France au niveau, enfin dans la zone euro de manière générale, à un niveau de 1%, 1,1. Enfin, c'est relativement faible. En tous les cas, ce n'est pas les 2% prévus. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que cette création monétaire ne s'est pas traduite par une augmentation de l'inflation? Deuxième question importante. Alors, la réponse ici est évidemment sur les deux tendances qui sont deux tendances divergentes. La première tendance, c'est la création monétaire de la Banque centrale européenne, qui évidemment favorise l'inflation. Et la deuxième contre-tendance qui existe dans le monde actuel, c'est une tendance liée à la possibilité de la récession, qui est une tendance à la surproduction. C'est-à-dire qu'en gros, on ne vend pas toute la production fabriquée. Et ça provoque évidemment une baisse des prix, qui est une baisse des prix traditionnelle dans toute crise économique. On a devant les yeux la crise de 29. Pendant la crise de 29, les années 30, eh bien, vous avez une baisse massive des prix. C'est toujours comme ça quand il y a surproduction. Si vous mettez les deux tendances, tendance et contre-tendance ensemble, la conséquence, c'est 1% d'inflation. Autrement dit, il n'y a pas de mystère, il y a simplement le fait que la création monétaire s'est heurtée à une contre-tendance qui est une contre-tendance de surproduction de marchandises dans l'état actuel des choses. Et la deuxième raison qui fait qu'il n'y a pas de mystère, c'est que cette création monétaire s'est souvent cantonnée à la seule sphère financière. Autrement dit, on crée de la monnaie pour la Banque centrale européenne qui permet d'intervenir sur le marché obligataire, on rachète sur le second marché des obligations et ça reste dans ce cadre-là. Alors, il y a une partie qui va à l'ensemble de l'économie, c'est quand on soutient, et la Banque centrale l'a fait, les grandes entreprises et leurs possibilités d'endettement. Aujourd'hui, on a pour les grandes entreprises un endettement qui est proche de zéro. Il est plus négatif, le taux, parce qu'on a fait autre chose, mais il est proche de zéro. Et ça permet évidemment de s'endetter massivement. Et plus on s'endette, plus on va dans les paradis fiscaux. Ça ne sert pas vraiment à l'investissement. Donc, vous avez l'explication, en fait, de ce mystère qui fait que vous n'avez pas d'inflation parce que les conséquences mêmes de la crise systémique s'opposent à la vision de l'inflation, c'est-à-dire s'opposent à une hausse massive des prix, du niveau général des prix. Et nous sommes, voilà, entrés dans ce monde-là, qui est un monde, de ce fait, un peu curieux. Troisième dimension de ce monde et de la conjoncture, c'est que on a une espèce de décalage qui s'effectue. D'abord, il faut comprendre que le capitalisme, dans son fonctionnement, je dirais, habituel, c'est-à-dire quand il n'y a pas vraiment de crise ouverte, c'est un capitalisme qui fonctionne sur la dimension de l'accumulation. C'est le cas, quand vous regardez un peu en arrière, des 30 Glorieuses. Autrement dit, une entreprise qui fait du profit ne distribue pas son profit, mais investit productivement pour pouvoir produire plus demain et ainsi faire plus de profits et accumuler davantage. C'est ça la loi de l'accumulation, en fait, de l'économie très généralement. Ça a été le cas du XIXe siècle, ça a été le cas pendant les 30 Glorieuses. Tout ça s'arrête quand il y a un moment... Alors, je mets des guillemets sur moment parce que ça dure déjà depuis 10 ans. Donc, quand il y a un moment de crise, le moment de crise, ça veut dire que c'est l'ouverture de mutation. Il faut que le capitalisme mute, se transforme, se restructure. Comme disait le prince sicilien à Tancrède, il faut tout changer pour ne rien changer. Dans Le Guépard, qui est passé récemment sur Arte. Voilà. Donc, rien changer, c'est l'idée qui est fondamentale pour les gouvernements d'aujourd'hui, alors qu'il faudrait comprendre que pour ne rien changer, il faudrait tout changer. Et donc, y compris la politique économique, l'idéologie, tout, comme ça a été le cas dans la crise des années 30. La crise des années 30, c'est aussi une crise provoquée par le libéralisme. La réaction, ça a été John Maynard Keynes,
ce qu'on a appelé la théorie, son livre le plus célèbre, la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, où il explique que le déficit budgétaire est quelquefois nécessaire, que la création monétaire est assez fondamentale, qu'il faut relancer la croissance par l'augmentation de la demande finale, qu'il faut augmenter les salaires si nécessaire, etc. Et le nombre de fonctionnaires, les services publics, enfin bref, tout. Et donc cette explication-là, c'était une véritable, pour le capitalisme, révolution copernicienne. Et donc on a transformé la politique à partir de là. Et cette transformation, elle se met en place à partir de 1945. Aujourd'hui, il faudrait le même type de révolution dans l'idéologie, dans la pensée, dans la manière de faire de la politique. Et comme on ne le fait pas, la continuation des politiques d'inspiration libérale crée un problème d'importance, y compris, c'est ça le plus curieux peut-être de cette histoire, le plus paradoxal, y compris pour le capitalisme. Je ne parle pas des capitalistes ici, je parle pour le capitalisme. Parce que de vouloir augmenter plus encore aujourd'hui les profits, sans augmenter le marché final, c'est-à-dire sans augmenter les capacités de vente de la production, pour parler autrement, c'est-à-dire le fait que les consommateurs finaux, non, pas vraiment, mais bon, le fait que les consommateurs puissent consommer davantage, alors ça dépend ce qu'on consomme aussi, mais ça fait partie de ce que le capitalisme a besoin. Il faut qu'il puisse vendre sa production. Et si vous faites une politique qui est seulement une politique de baisse du coût du travail et d'augmentation des profits pour le plus grand bénéfice des actionnaires, ça veut dire deux choses. Un, que le capitalisme fonctionne mal, parce qu'il n'accumule plus, et donc il ne se projette plus dans l'avenir, qui est le propre d'ailleurs de ce système économique. Et deux, ça signifie que vous ne faites rien pour pouvoir lutter contre les causes de la crise et relancer l'investissement productif sur de nouvelles bases qui supposent de prendre en compte la crise systémique et donc la nécessité de transformer ce capitalisme. Il faut aujourd'hui faire surgir un nouveau capitalisme, qui soit plus le capitalisme ni des Trente Glorieuses, ni de celui qui s'ouvre en 1974, ni de celui qui s'ouvre en 1980. Donc il faudrait aujourd'hui faire preuve, je veux dire à gros mots, tenez-vous bien, d'imagination. Il faudrait une imagination politique qui permette justement de sortir de cette crise systémique. Et on peut avoir cette imagination. Vous avez vu hier dans Le Monde, il y a un appel des scientifiques où ils nous disent que si on continue comme ça, au niveau et de crise écologique et de mutation climatique, on ne s'en sortira pas. Donc on pourrait construire un nouvel environnement, une nouvelle dimension d'investissement, qui sont forcément des investissements publics, des investissements d'État, parce que si vous dites à une entreprise d'investir dans tout ce qui est mutation climatique ou crise écologique, ils vont vous regarder en vous disant « mais quel est mon retour sur investissement ? Comment est-ce que je fais du profit dans ce cadre-là ?» Ce qui est logique. On est dans un système qui est un système capitaliste qui résonne de cette manière-là. Ce n'est pas seulement d'ailleurs les hommes, ce n'est pas seulement les capitalistes, c'est le système lui-même. Donc il faut évidemment des solutions qui sont des solutions qui sortent de la logique du système. Parce que si vous ne sortez pas de la logique du système, c'est ça aussi le sens de Keynes dans les années 30, eh bien vous ne pouvez pas répondre à la crise systémique. En fait, la crise systémique oblige à des réponses qui sont des réponses non capitalistes et qui passent évidemment par l'intermédiaire des services publics, de l'État, parce que sinon, on ne peut pas mettre en œuvre ces investissements qui sont des investissements de base qui peuvent permettre ensuite aux entreprises, aux capitalistes, de pouvoir produire autrement. Aujourd'hui, on nous bassine avec le fait qu'il faut produire autrement. Mais comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que, prenez n'importe quel chef d'entreprise, fait-il pour produire autrement ? C'est un peu le travail des élites. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Ouais, alors oui.
Le problème, c'est de savoir ce que sont les élites. Oui. Alors, oui, parce que aussi, ce qui s'est produit quand même à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le même temps, si vous parlez des élites, il faudrait plutôt parler des gouvernements, là en l'occurrence, mais c'est qu'ils ont été forgés par, je dirais presque, le passé. Hein, c'est-à-dire, dans les années 50, on a créé l'ENA, l'École nationale d'administration, et ça a forgé les élites qui... Pardon ? À une époque, c'était positif. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On a forgé des élites qui étaient adaptées à la situation qui était la situation des 30 Glorieuses. Quand on a changé des périodes, c'est-à-dire en 74-75, on aurait dû changer aussi les modalités de sélection des élites, parce qu'aujourd'hui, à l'ENA, on apprend aussi le libéralisme et on n'applique quasiment que le libéralisme. Et il faut aussi comprendre que le libéralisme a des conséquences économiques concrètes. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous regardez le projet de budget, projet de budget, non, c'est le budget, parce qu'il n'est plus projet. Le budget, c'est un budget d'austérité. Donc un budget d'austérité qui baisse les dépenses publiques. Si aujourd'hui vous baissez les dépenses publiques, vous baissez forcément la capacité des services publics à faire leur métier. Donc vous déstructurez la société. Et vous déstructurez aussi tout ce qui a été structuré en termes sociaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ça signifie que désormais, vous allez faire appel à d'autres critères. Et aujourd'hui, ce sont les critères du privé qui s'installent aussi dans le public. C'est-à-dire qu'on raisonne avec retour sur investissement, efficience, baisse des coûts, intensification du travail. On trouve ça autant dans le public que dans le privé. Et donc, en même temps, ça signifie qu'on va baisser, c'est le cas, hein, le salaire des fonctionnaires, parce que la CSG va s'appliquer à plein, et les revenus des retraités pour la même raison. En fait, les fonctionnaires et les retraités sont dans la même situation. Logiquement, ils devraient manifester ensemble. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qui va perdre une partie de ses capacités à consommer. Et ça signifie évidemment que du coup, on comprend pourquoi, dans l'interrogation de l'INSEE vis-à-vis des entreprises, ils rechignent à investir. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils pensent que leur profit est... Enfin, si, il y en a certains qui pensent. Mais, bon, pas seulement le fait de distribuer des dividendes, mais il n'y a pas... Comment, pour prendre le problème à la racine, comment convaincre un chef d'entreprise d'investir lorsqu'il constate que les perspectives de son marché sont des perspectives déclinantes. C'est-à-dire que son marché final n'augmente pas. Comment on peut le convaincre? On ne peut pas. Et c'est logique. Il ne va pas investir alors qu'il pense que l'augmentation de sa production ne se vendra pas. Enfin, il y a quelque chose de logique du système qui s'applique totalement dans cette histoire. Donc, voilà. Ce qui veut dire que on est vachement content parce qu'à la fin de 2007, on va vraisemblablement avoir 1,8% de croissance, mais l'année 2018 est menacée ici à la fois par les questions de crise financière que personne ne résout et qu'en plus ça va plus loin sur les questions de crise financière. Trump, dans une logique qui est un peu absurde, a décidé de s'attaquer à toute la politique d'Obama. Hein, si on voulait avoir un sens, c'est assez curieux quand même, un sens à sa politique, c'est détruire tout ce qu'Obama a construit, ce qui est quand même assez sympa de sa part. Bon, et notamment le début de réglementation des marchés financiers. Il a promis à la fois une déréglementation des marchés financiers, et ça veut dire la crise, hein, c'est ce que dit le rapport du Fonds monétaire international, hein, qui est aussi sensible à ça, et puis un choc fiscal, hein, puisqu'il veut mettre en œuvre une baisse importante de l'impôt sur les sociétés, une flat tax, comme on dit d'habitude. La conséquence ici, c'est évidemment une exacerbation de la concurrence entre l'ensemble des sociétés multinationales, qui soient d'origine française et d'origine américaine. Donc, il met en place
une situation qui va se traduire par une baisse des prix et une déflation qui sera une déflation encore plus importante. Et la déflation, c'est la porte ouverte à la récession. Donc on est dans des politiques qui sont des politiques absurdes du point de vue du contexte dans lequel nous sommes. Et je pense que réellement, ça provient d'un manque d'analyse profonde de la crise qui est celle du capitalisme depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on n'analyse pas le monde dans lequel nous sommes et quelles sont les nécessités de ce monde-là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir se sortir de cette crise systémique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va annuler tout le cycle, qui est un cycle qui s'est mis en place, mais ça veut dire au moins qu'on peut s'en servir pour pouvoir promouvoir une nouvelle façon à la fois de créer de la richesse et de produire. Et tout ça fait partie des questions qui sont des questions clés. Et on voit bien que ces questions étaient presque peut-être au point de départ de l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, parce qu'en fait, toutes ces idées dans sa fondation étaient un peu agitées. Et on s'aperçoit finalement que la politique globale qui est en train d'être menée est une politique qui ne rompt pas avec les politiques précédentes, en tous les cas les politiques mises en place depuis au moins 30 ans, depuis les années 80. Et la grande idée quand même, c'est de laisser faire. C'est-à-dire en gros que les marchés, encore une fois, sont suffisants à eux-mêmes, et que on a besoin en fait pas de politique, mais on a besoin d'experts. Donc on prend des experts, et ces experts sont tellement experts que ils font comme avant. C'est une grande rupture. Mais il y a quelque chose qui est absent de tout ça, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'experts. On a besoin de politique, pas avec un S, de politique au singulier. On a besoin de faire de la politique. Parce que si on ne fait pas de politique, on ne peut pas sortir de la crise systémique. Cette crise systémique, dans toutes ses dimensions, elle est surtout politique. Parce qu'elle a remis en cause toutes les structurations qui ont eu lieu depuis au moins 30 ans. Aujourd'hui, c'est un éclatement qui est un éclatement plus généralisé qu'auparavant. On a l'éclatement de l'Union européenne. On a vu avec le Brexit que l'Union européenne était plus légitime aux yeux de population, même si il y a des chocs qui évidemment se produisent, parce que du coup, la Grande-Bretagne vit une crise supplémentaire dans le Brexit. Je dirais presque qu'ils ont dans la crise qui est la crise généralisée de la crise systémique, ils en ont rajouté une poignée. Ils en ont rajouté une autre qui fait que la Premier ministre, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, est dans l'incapacité de pouvoir représenter quoi que ce soit. Elle tousse. C'est assez curieux quand même qu'on insiste sur le fait qu'elle tousse. Bon, on peut tous avoir un rhume. Elle tousse. Elle est interrompue par un mec qui veut lui faire signer une pétition. Enfin, on rêve d'une certaine façon. Enfin, et ça veut, oui, c'est ça. On ne tousse pas en même temps. Et donc, elle apparaît en tous les cas aux yeux des populations comme pas légitime. C'est pas parce que c'est une femme, là, en l'occurrence, c'est tout le gouvernement. Alors qu'en plus, après, c'est assez logique, vous avez tous les scandales, parce que il y en a une qui fait sa propre politique dans son coin, qui contacte Israël pour faire on ne sait pas quoi encore. L'autre, il demande à sa secrétaire d'aller chercher des produits assez bizarres dans les sex shops. Le troisième, il a des problèmes avec sa je sais pas qui. Bref. Et vous avez des démissions qui sont presque des démissions collectives, qui sont presque l'aveu que ce gouvernement ne peut pas gouverner. Est-ce que vous pouvez en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par reconnaître, en fait, par une reconnaissance qu'il y a que les identités gouvernementales sont obsolètes à l'heure actuelle. Dans un monde capitaliste où un produit passe en moyenne par 24 pays avant de finir dans
bien final et dans un rayon de supermarché, on assiste en fait à une interdépendance de tous les pays. Or, les gouvernements basés sur une culture et une logique basée sur quelque chose de très a priori, en fait, sur quelque chose de plutôt ancien, ils sont plus dans une idée qu'ils ont une certaine unicité, comme si chaque pays était complètement différent des autres et pouvait, comme par défi, pouvait vivre tout seul face aux autres. Or, le problème, c'est que c'est totalement faux. Quand on sait que les politiques gouvernementales des États européens sont totalement dirigées par l'Union européenne, qui elle-même n'est même pas, qui est dirigée par des gens qui n'ont même pas été élus, que les marchés financiers dérégulés à travers le monde se jouent des gouvernements comme si Oui, mais il faut faire attention en fait suivant. Vous avez d'abord, c'est ça qui fait, ce que vous dites, fait le propre normalement de la nécessité de la construction européenne. Parce que, en gros, si on veut répondre à cette situation qui est une situation d'internationalisation et du fait qu'un certain nombre de pays sont liés les uns aux autres, ce qu'on appelle bizarrement mondialisation, le terme n'est pas bon en l'occurrence, puisque les frontières continuent d'exister, mais l'idée de l'internationalisation et de l'interdépendance, oui. Et c'est ça qui, normalement, devrait donner cette dimension de légitimité à la construction européenne. Et aujourd'hui, ce dont on s'est aperçu, pas seulement avec le Brexit, pas seulement avec les différents éclatements qui existent au sein de l'Union européenne, c'est que cette Union européenne était incapable de pouvoir se transformer et de mettre au point, en œuvre, à la fois un budget, puisque c'est quand même nécessaire quand on veut une intervention, et à la fois un pouvoir qui soit un pouvoir un peu supranational, tout en tenant compte de ce qui existe dans cette interdépendance de nations. Et pour l'instant, elle apparaît, cette Union européenne, non démocratique, et en tous les cas, tournant le dos au social. Et ce qui reste, comme on dit pour la météo, ce qui reste pour le ressenti, c'est que l'Union européenne est en fait un instrument qui est un instrument de mise en œuvre du libéralisme et de mise en œuvre, de remise en cause de l'ensemble des acquis sociaux. C'est ça qui reste. En fait, ce n'est pas tout à fait juste, puisque même les pouvoirs donnés à la Commission européenne sont sous la responsabilité de l'ensemble des États. En fait, ce qui pose problème dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est que c'est une construction interétatique. Et que cette construction interétatique a besoin, on voit bien quand il s'agit du glyphosate là récemment, a besoin soit d'une majorité renforcée, ce qui est logique pour prendre des décisions, soit, pour certains problèmes, de l'unanimité. Donc vous avez une situation qui fait que chaque État, grand souvent, mais quelquefois pour certaines choses, même pour les petits, a un droit de veto. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de fonctionnement. Et que les États ont décidé, ils ont décidé plusieurs choses. J'ai dit très souvent, mais il faut quand même avoir ça à l'esprit. Ce sont les États qui ont décidé dans les années 80 la déréglementation financière. Si on veut comprendre aujourd'hui pourquoi l'endettement des États est tellement lié au marché financier, c'est parce que ces États ont décidé que les marchés financiers avaient le pas sur leur propre responsabilité et leur propre dimension d'innovation. Et donc, ils sont liés, et c'est seulement depuis cette déréglementation, c'est-à-dire depuis les années 90, ils sont liés à ces marchés financiers. Je dirais presque volontairement, c'est de leur responsabilité si cette situation se pose de cette manière-là. Et puis, les États, normalement, auraient dû se détacher de la question nationale. Mais j'ai dit tout à l'heure, il y a, dans la crise, les États n'ont répondu que nationalement. Les États se sont contentés, si je puis dire, de répondre à la crise systémique en sauvant leurs propres banquiers. Ils ont aidé en France, on a aidé les banquiers, on a
mis en place ça. C'était Sarkozy, 360, presque 370 milliards d'euros en France seulement. Je ne parle que de la France, soit 17 à 20% du produit intérieur brut. C'est énorme pour aider les banquiers, pour éviter qu'ils fassent faillite. Hein. Et on les a laissés libres de faire ce qu'ils voulaient. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, la tradition française, qui est quand même une tradition d'intervention, hein, ne s'est pas manifestée cette fois-là. Alors que aux États-Unis, puisque Obama arrive en 2008, aux États-Unis, ils ont nationalisé. Hein. Ils ont nationalisé AIG, qui était l'assureur qui assurait Lehman Brothers et qui donc, dans la faillite de Lehman Brothers, ça fait faillite. Ils ont nationalisé les industries automobiles. Hein, toutes les industries automobiles de Detroit ont été nationalisées par Obama. Sinon, elles faisaient faillite, hein, elles disparaissaient. On a fait la même chose en Grande-Bretagne. Et en France, on a aidé nos capitalistes, hein, et sans rien leur demander. Ce qui est quand même assez merveilleux. Hein. Et Bruno Le Maire, qui était à l'époque, sous Sarkozy, qui est toujours là, secrétaire d'État au commerce extérieur, interviewé sur France Info, la journaliste lui dit pour une fois une question intelligente qui est « Mais vous dites que vous êtes ouvert, libéral, tout ça, mais votre politique, c'est en fait une politique nationaliste. Hein » Et l'autre de dire « Comment ? Mais pas du tout. On aide nos entreprises, nos banquiers. » Non, c'était pas... Hein. Et bon, voilà, c'est ça la situation. Ça veut dire que dans la crise, les réponses qui ont été mises en œuvre par les États ont été des réponses uniquement nationales, favorisant la non-légitimité de la construction européenne. Et en fait, la crise de l'Union européenne, elle est tout entière contenue dans cette politique. Et ça va se signifier en 2011, hein, parce qu'en 2011, c'est quand même d'abord la crise du surendettement grec, et il n'y a pas de solidarité européenne. Hein. On laisse tomber la Grèce avec des arguments du style « c'est tous des truands », ils ont truandé leurs comptes, ils nous ont présenté des comptes qui n'étaient pas honnêtes, etc. En fait, ils n'ont rien fait du tout. Hein. Le gouvernement grec de l'époque, qui était un gouvernement soi-disant de gauche, et avec Papandréou, a laissé faire les Lehman Brothers. Hein. Vraiment, ils y sont... Je pense qu'ils n'ont même pas compris quel était le type de choses que faisaient les Lehman Brothers, mais c'est la banque qui a tout pris en charge. Et donc, s'il fallait mettre en cause quelqu'un, il fallait mettre en cause la banque, et pas le gouvernement grec. Et qu'en plus, c'était idiot de laisser faire la Grèce. Et en plus, parce qu'il y a une dimension supplémentaire dans cette construction européenne, c'est qu'on a un dumping social et un dumping fiscal. Donc on a des facteurs qui sont des facteurs d'éclatement. On voit bien, hein, les paradis fiscaux, c'est pas seulement ce qu'on connaît, Jersey, Guernesey et le Luxembourg, mais c'est aussi la Hollande. Hein. Donc on a... C'est encore pire si on raisonne à l'échelle mondiale. Ah oui. Ce qui se passe en Asie, en Amérique du Sud, il faut voir l'état de ces sociétés-là par rapport à Absolument. l'Europe. Hein. Oui, oui, tout à fait. On est peut-être en difficulté, mais si on compare au niveau mondial, bon... Bah, c'est-à-dire... Oui, mais les comparaisons d'aujourd'hui, alors, ont changé de sens. Hein, parce qu'aujourd'hui, on nous dit justement il faut faire comme eux. Hein, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on est encore trop... On a encore trop d'acquis sociaux, on est encore trop bien par rapport aux autres. Il faut faire attention aux comparaisons internationales aujourd'hui. Parce qu'elles jouent j'allais dire dans le mauvais sens. On va dire dans le sens interdit. Donc, pour reprendre quand même sur cette ambiance générale, on a une conjoncture, donc, pour résumer un peu, une conjoncture qui est marquée par la fin de la séquence ouverte en 2011, par une inflation très faible, par une poursuite des politiques des banques centrales qui ne savent pas comment arrêter leur politique monétaire d'expansion, et des crises sur lesquelles j'avais insisté à la fin de l'année dernière, qui sont des crises profondes dans cette crise systémique, des crises de légitimité des États et des constructions, dont la construction européenne qui existait précédemment. Et on trouve ça au niveau général, et tout ce qui est aujourd'hui écume, hein, de cette crise systémique, c'est-à-dire Macron, Trump, le Brexit, montre que on a des éléments ici qui sont des éléments importants qui obligeraient, alors je vais employer le conditionnel parce que je ne peux pas faire autrement,
mais qui obligerait à changer réellement de politique, à changer réellement notre regard sur la société, sur le monde. Il faudrait aujourd'hui quasiment se dire que ce qu'on appelle la solidarité n'est même pas quelque chose de l'ordre de l'éthique, c'est aussi de l'ordre de l'éthique, hein, je vous rassure, mais qui est un facteur économique profond finalement. Qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, si on ne renoue pas avec tout ça, on ne pourra pas sortir de la crise systémique actuelle. Il faudrait en même temps faire, encore une fois, des investissements publics. Alors, à un moment donné, on nous a fait miroiter, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, du plan Juncker, hein, le président désormais de la Commission européenne, un luxembourgeois, par ailleurs. Et le plan Juncker, c'était 330 milliards d'euros pour favoriser, comme on dit maintenant, la transition écologique, hein, énergétique, je ne sais plus à quelle, enfin bref, ça n'a pas d'importance. Et on n'en a pas vu le moindre copec de l'autre côté. Et rien. Donc, ce qui fait qu'on a eu un effet d'annonce, mais qui n'a pas été suivi. En plus, 330 milliards d'euros, c'était rien, hein, à l'échelle de l'Union européenne, des 28 pays qui la composent. C'est la même chose d'ailleurs pour le plan annoncé par le gouvernement actuel en France. Vous avez un plan qui doit faire aujourd'hui 80 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons. Mais dans ces 80 milliards d'euros, vous en avez déjà 30 qui sont dans le budget, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et 50 milliards d'euros, ce sera 50 milliards d'euros sur 5 ans. Donc ça ne fait rien par année. Ça veut dire qu'on n'a pas admis aujourd'hui la dimension qui est la dimension nécessaire des investissements. Et il faut dire qu'il est complètement, je dirais presque passé de mode, je ne vais pas employer de termes trop forts, de centrer toute la politique sur l'endettement et le déficit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut diminuer le déficit à 2,9%? Personne ne peut répondre à cette question. Est-ce que le fait de lutter contre le déficit va favoriser la croissance? La réponse est à l'évidence non. Non, parce que aujourd'hui, on n'augmente pas les recettes. On ne peut pas imposer les riches, parce que on va quand même. C'est plus facile d'imposer les pauvres. Hein, il ne faut pas échapper à l'impôt. Et comme disait Alphonse Allais, ils sont plus nombreux. Donc on a une situation qui est une situation aberrante. Ça signifie qu'on est en train de pratiquer la baisse du marché final, c'est-à-dire de remettre en cause quasiment tout ce qui est les possibilités de croissance actuelles. Donc on a lutter contre le déficit aujourd'hui n'a pas de sens. Hein. Et on dit ah oui, mais il faut lutter contre l'endettement. Parce que quoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre l'endettement? Il faut diminuer l'endettement. Bon, parce que l'endettement représente aujourd'hui en France 99% du produit intérieur brut. Pas 100%, mais ça va venir, hein, je vous rassure. Bon, alors on regarde, on fait des comparaisons. Hein. Donc on regarde au Japon. Au Japon, l'endettement, c'est 250% du produit intérieur brut. Bon, le Japon ne se porte pas plus mal pour ça. Hein. Bon. Et la Grèce reste à un taux d'endettement qui n'a pas bougé, hein, avec tout, malgré tout ce qu'ils ont fait, les pauvres, et tout ce qu'ils ont subi, ça reste à 120% du produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut a énormément chuté, parce que depuis 2011, il a chuté de 25%. Donc pour dire, alors à partir de là, est-ce que, ah oui, j'avais fait ça, je crois. Est-ce qu'il y a un lien, je pose une question bête, est-ce qu'il y a un lien entre l'augmentation du déficit et l'endettement? Voilà. Ben, il n'y en a pas. Parce que si vous regardez un peu l'Allemagne, en Allemagne, vous avez un excédent budgétaire. Là, ils ont plus de recettes que de dépenses. Mais l'Allemagne est toujours endettée. Pour une raison simple, c'est que l'endettement, ce n'est pas un problème comptable. C'est un problème de la vie de tous les jours. Lorsque les recettes n'arrivent pas et que vous êtes obligé de faire face à des dépenses, eh bien vous vous endettez. L'État, comme tout le monde. Hein.
Et donc l'endettement de l'État en Allemagne n'a pas baissé. Et vous avez une autre chose qui est importante quand même quand on parle d'endettement, c'est que ce qui est important dans l'endettement, comme l'a montré la Grèce d'ailleurs, c'est le service de la dette. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez faire face à vos engagements annuels ou non? Si vous ne pouvez pas, c'est que vous êtes surendetté. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous endetter pour payer les intérêts de la dette précédente. Donc ça, pas bon. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben vous pouvez continuer à vous endetter. Et ça va au-delà, parce qu'aujourd'hui, on présente l'endettement comme le diable. Hein. On est endetté. Mon Dieu. Hein. Je dis le diable, donc évidemment mon Dieu. Mais un État qui s'endette, ça dépend pour quoi faire. Si l'État s'endette pour financer les riches, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens économique, je veux dire. Hein. Après, on parle d'autre chose. Ça n'a pas de sens économique. Mais si vous endettez pour faire des investissements, ça va favoriser tout ce que sont les générations à venir qui vont se servir de ces investissements. Donc c'est pas grave au sens où on peut faire face à ce type d'endettement. Et cet endettement-là, il est nécessaire. On ne fonctionne pas, il n'y a pas d'État qui fonctionne sans endettement. Et ça va au-delà. L'endettement, tous les marchés financiers, enfin les opérateurs sur les marchés financiers, souhaitent que les États s'endettent. Parce que c'est le seul organisme, si je puis dire entre guillemets, qui offre suffisamment de garanties. On est à peu près sûr, à peu près, hein, il y a des fois où ça ne marche pas, mais on est à peu près sûr que les États, de manière générale, feront face à leur endettement. Ils vont payer les intérêts. Hein. Donc, comme ils vont payer les intérêts, c'est super sympa. Hein. C'est plus sympa que l'endettement privé, parce qu'il y a toujours le risque de la faillite. Mais l'État, a priori, sauf révolution, c'est quand même assez rare, il faut reconnaître, il n'y a pas d'incertitude de ce point de vue. Il va payer. Donc c'est merveilleux. Il faut que l'État s'endette et s'endette davantage. Les marchés financiers ont besoin de ça. Et nous, on en a besoin aussi quand il s'agit de prévoir les investissements. Parce que si vous n'investissez pas et s'il n'y a pas d'augmentation des services publics et de tout ce qui fait la solidarité collective, eh les sociétés éclatent. Et les sociétés éclatent à la recherche d'autre chose. Ils vont chercher de la spiritualité autre part que dans le cadre de la République, que dans le cadre des sociétés telles qu'elles existent. Et c'est logique. On a besoin de spiritualité. C'est ce que disait Malraux dans une de ses envolées assez bizarres. Il disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On peut en conclure une chose simple, c'est que le 21e siècle n'existe pas. Hein, puisqu'il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il soit réellement spirituel. Donc, comme il ne nous laissait pas le choix, Malraux, je ne sais pas comment on peut conclure cette chose-là. Donc c'est ça dont il faut tenir compte. C'est un ensemble. Il n'y a pas simplement, pour le dire autrement, ou uniquement, plus exactement, des problèmes économiques ou financiers. Les résolutions des crises systémiques sont aussi des résolutions sociales, des résolutions éthiques. Parce que sinon, on n'avance pas, sinon on ne transforme pas la société. Donc il faut trouver d'autres liens, d'autres nœuds qui permettent à cette société de fonctionner. Et surtout les buts, il faut proposer des buts. Oui. Voir si les gens sont pour ou contre. Mais maintenant, les politiques n'ont plus le courage de proposer des buts. Mais je crois que ça va au-delà, ils n'en ont pas. C'est-à-dire, en gros, nous sommes quand même enfoncés dans une société où c'est une société qui raisonne sur le court terme. Tout le monde raisonne sur le court terme. On a imposé. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Exposer ce qu'il a exposé. Vous êtes fort désagréable d'interrompre les gens comme ça. Bon, c'est pas... Mais vous n'avez pas discuté, c'est après. C'est pas là. Il y a un temps pour ça. Je n'ai pas l'intention de couper ce que vous dites et dans votre argumentation. Oui. J'interviens simplement pour essayer de débattre, si on peut encore. Il n'y a pas de problème. Mais je pense aussi qu'on a une question qui est une question clé, encore une fois, qui est la question du futur. En fait,
pour expliquer ce que veut dire le court terme, ça signifie qu'on n'a plus d'histoire, hein, on n'a plus de mémoire, on fait comme si on vivait seulement dans l'instant présent. Et il faut toujours faire l'effort de comprendre dans quel contexte général nous agissons, c'est-à-dire c'est quoi notre environnement. Et je crois que cet effort-là est absolument fondamental. Et on ne le fait plus. Et c'est ça qui me semble aujourd'hui le plus important. Après, juste pour dire que il n'y a pas de pessimisme là-dedans, hein. Il y a juste le fait que, en fait, on pourra inverser, hein. C'est-à-dire les causes de la crise, qui sont des causes financières, économiques, sociales, écologiques, de mutation climatique, sont autant de raisons de construire un projet d'avenir, hein. Il faut répondre à la fois à la crise financière, à la crise économique, à la crise écologique, à la crise culturelle qui est la nôtre aussi, à la crise de valeurs. Et si on s'interroge sur ce qui fait cette crise, on s'aperçoit en fait qu'on a la capacité de répondre à l'ensemble de ces crises. C'est-à-dire qu'elles ouvrent, cette crise systémique, elle ouvre des perspectives. Elle ouvre des perspectives de transformation qui sont des transformations absolument vitales, nécessaires, et qui pourraient donner naissance à un monde qui soit un monde différent. C'est ça qui est un peu le propre je dirais presque, de la situation oxymorique que nous avons. C'est-à-dire que d'un côté, on subit, avec un fatalisme qui est un peu bizarre, cette crise en prétendant qu'il n'y a pas vraiment de solution. Et de l'autre côté, si on s'interroge sur les solutions sont à portée de main. Et donc, il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre. C'est pour ça que je dis que la crise la plus importante, c'est une crise politique. J'ai deux questions, si vous permettez. Bon, je vous en prie. Mais comment non Voilà. La première, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre solution de production de la monnaie que par l'endettement? Parce que on a besoin d'un endettement, effectivement, comme tu l'as expliqué, par rapport à l'avenir, par rapport à des investissements. Mais pour la monnaie, je n'ai pas encore très bien compris pourquoi on ne fabrique aujourd'hui la monnaie que par l'endettement. On pourrait très bien imaginer mettre de la monnaie une autre solution de mettre de la monnaie en circulation. Aujourd'hui, ce sont les banques privées qui fabriquent de l'argent et qui détruisent l'argent quand on les rembourse. C'est ça, si j'ai le mécanisme. Bon. Donc, et puis qui, au passage, prennent de l'argent. La Banque centrale n'en prendrait pas forcément pour prêter à l'État, alors qu'actuellement, ils en prennent. Donc, c'est une première question, techniquement, est-ce qu'il y aurait d'autres, est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres solutions? Puis le deuxième qui me turlupine depuis un bon moment, c'est cette notion de croissance. Je ne suis pas un grand mathématicien, moi, je sais pas, c'était pas mon truc, mais quand même, en arithmétique, on m'a toujours appris le principe de l'échiquier. Quand on met un grain de riz sur la première case, ça fait 2 grains de riz, ça fait 4 grains de riz, ça fait 8 grains de riz. Oui, mais pour remplir l'ensemble de l'échiquier, il n'y a pas assez de blé, et il faudrait plus de 7 ans de production mondiale de toute la... C'est invraisemblable, on ne pourra jamais remplir l'échiquier. Or, on est toujours en train de dire 3% tous les ans. C'est aussi absurde. Ça n'a pas de sens. C'est surtout dans un monde fini. Donc, il y a quand même des données de base qu'on a l'air tous de manipuler, comme si ça avait une cohérence, alors j'ai l'impression que ça n'en a pas. Oui, alors, vous êtes bien assis. Alors, d'abord, la monnaie. La monnaie, c'est un espèce de... Comment je dire, de problème qui est souvent évité par les économistes. Hein. C'est-à-dire, en gros, on ne s'interroge pas sur ce qu'est la monnaie. Et alors, si on prenait une notion générale, la monnaie, c'est ce qui permet d'exprimer la valeur. Ce qui permet d'exprimer, en fait, la richesse de nos sociétés, la création, qui est une création qui existe dans le capitalisme, puisque on va, par l'intermédiaire de la dépense de travail humain, ajouter de la valeur
aux ingrédients qui sont ceux d'un produit. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Alors après, une fois qu'on a dit ça, pendant un temps, les métaux précieux ont servi d'expression de la monnaie. Alors, les métaux précieux avaient ceci de particulier, c'est qu'ils étaient des marchandises comme les autres marchandises, donc soumis à la même chose, c'est-à-dire le prix de l'or dépendait de la productivité. Plus l'augmentation, par exemple, de ce qu'on a appelé faussement l'inflation au moment de la ruée vers l'or, en 1849, c'était justement le fait que la productivité était très faible. Donc, du coup, on trouvait beaucoup d'or. C'est la conséquence. Ce n'est pas simplement un problème de surproduction, c'est aussi qu'au point de départ, il fallait peu de travail humain pour pouvoir extraire de l'or. Donc, du coup, le prix, la valeur de l'or était très faible, ce qui a fait, par voie de conséquence, monter tous les autres prix. Depuis maintenant longtemps, on a un cours forcé de la monnaie. Ça va au-delà. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de référence directe entre la création monétaire des États et l'or. On a un peu de rapport avec le dollar, un peu de rapport avec l'or, mais on peut, la Banque centrale européenne, la Banque de réserve fédérale américaine fait cette démonstration maintenant tous les jours, on peut créer de la monnaie au-delà des 20% de stock d'or. Parce qu'au départ, oui, si le cadre, c'est qu'on ne pouvait pas émettre plus de monnaie que de ce qu'on avait de stock d'or. Et puis après, on pouvait émettre énormément de monnaie, mais il fallait conserver 20% de stock d'or et de dollars. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de liens. Donc la monnaie semble autonome. Mais en fait, la monnaie ici, si elle exprime les valeurs, ça signifie que si on crée plus de monnaie qu'on ne crée de valeur, on a inflation. C'est ça l'idée de ce rapport. Est-ce qu'on pourrait concevoir la monnaie autrement? Alors, moi, je crois. C'est une fonction d'équivalence, je voulais dire. Oui, j'avais compris. On a, mais pour revenir, on a la possibilité de monnaie locale parce que on peut avoir une monnaie qui soit uniquement liée à sa fonctionnalité, qui est sa fonctionnalité d'échange. Aujourd'hui, on a à la fois cette fonctionnalité, mais en même temps le fait que la monnaie, au sens propre du terme, représente le capital lorsque ce capital est investi dans la production, lorsqu'il se transforme en accumulation. Ça, c'est pas, je sais, c'est pas toujours très simple. Donc, ce qui veut dire que lorsque la monnaie devient capital, on a la capacité de mettre en œuvre une augmentation de la richesse et une augmentation des valeurs. On peut, dans le capitalisme, difficilement lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on a une création monétaire qui est à la fois liée à la possibilité au capital d'augmenter, c'est la monnaie qui devient capital, et on a en même temps une monnaie qui permet les échanges. Et on a en même temps une monnaie qui sert aussi de réserve, c'est pour ça qu'elle est thésaurisée. Voilà, mais je ne crois pas qu'on ait vraiment... Enfin, pour revenir au début, je pense d'abord que la monnaie, il faut se rendre compte, c'est une grande avancée. Parce que la monnaie, ça permet la multiplication des échanges, ça permet en même temps l'investissement. Donc, l'idée de revenir au troc me semble être une idée rétrograde. Et après, je ne vois pas très bien comment on peut... Et les monnaies locales, dans le par système. exemple, Mais les monnaies locales, elles servent uniquement aux échanges. Elles servent très peu à l'investissement. Oui, mais par exemple, notre président de conseil régional, Hervé Morin, veut créer une monnaie locale, enfin non pas locale, régionale, normande, qui va appeler ça d'ailleurs Normandie, parce que c'est le truc qui... Pourquoi il veut faire ça? Il veut faire ça pour
parce que ça va renforcer son pouvoir. Hein. Donc, alors il y a d'autres monnaies locales qui ont d'autres discriminants. Hein. Je ne dis pas que la monnaie locale est forcément liée à ça, mais je dis dans ce cas-là, c'est ce qui va se produire. Une monnaie locale fondante, par exemple, n'est pas thésaurisable. Donc elle ne servira uniquement qu'aux échanges. Oui, mais elle est forcément reliée à une autre monnaie. Il n'y a pas de monnaie locale sans aujourd'hui être reliée à l'euro, ce qui est logique. Parce que donc, là, voilà, là, vraiment, je bloque sur mon imagination. C'est un vrai problème, hein, mais c'est parce que on a toujours tendance à considérer la monnaie comme servant uniquement aux échanges. Oui, ce qui n'est pas le cas. Et dans le capitalisme, c'est pas le cas. Ça devient capital, donc c'est autre chose. On a une autre dimension. Y compris quand on parle d'endettement public. L'endettement public, là aussi, devient capital d'une certaine façon, parce que il doit servir aux investissements, quoi. Donc, et même si on fait des services publics, voilà, l'argent devient autre. Hein. Il se transforme, en fait, et il transforme la donne dans la société. Alors, la croissance. Ah oui, la croissance, c'est toujours eu un problème. Le problème de la croissance, en fait, il faut le poser autrement qu'en croissance géométrique. Hein. C'est pas une progression géométrique. La croissance, c'est à la fois une réalité et une idéologie. C'est-à-dire, en gros, pour le capitalisme, c'est un des moyens de dire qu'il est efficace. Et l'efficacité du capital, avec un grand C, hein, de manière générale, c'est il réalise la croissance. Et cette croissance, après, c'est une autre histoire, il faudrait qu'elle serve à tout le monde, etc. Mais d'abord, c'est la croissance. Et donc c'est matériel, parce que quand même, on crée plus de valeur, il faut le dire. Mais en même temps, c'est une idéologie. C'est-à-dire, en gros, voilà, je suis le capitalisme et je crée de la croissance. Alors après, il y a des... Bon, justement, en Chine, la croissance est devenue politique. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est la justification du gouvernement par le Parti communiste chinois. S'ils ne sont pas capables de réaliser la croissance, ils laissent ouverte, je dis ouverte, c'est lucidement pour les gens, le fait qu'il y a des inégalités profondes. Hein. Mais avec la croissance, vous cachez les inégalités, parce que d'abord, ça permet de financer en partie la paysannerie pauvre, et de l'autre côté, ça permet de faire d'énormes investissements en créant des villes champignons. Hein. Vous avez d'énormes tours qui existent. Des fois, vous avez une seule tour, il n'y a rien aux environs. Enfin, c'est assez extraordinaire. Donc, il faut la croissance pour ça. Et c'est une justification, du coup, politique. Hein. Donc, c'est ça, la croissance. Enfin, pour dire que la croissance, c'est comme disait le général de Gaulle pour l'ONU, c'est un machin qui est assez étonnant. En fait, derrière la croissance, il faudrait plus dire, la création de richesse. Il y a la création de valeur, il y a la dépense de travail humain qui permettent cette création de valeur. Hein. Mais encore une fois, c'est une sorte de justification du système. S'il n'y a pas de croissance, c'est pour ça que la crise systémique se voit. Hein. C'est pour ça que quand il y a récession... Ça n'est plus possible. Arithmétiquement, ça n'est plus possible. Ah, arithmétiquement. 3% tous les ans, c'est pas... 3%, 2-3% quand même à chaque fois. Oui, c'est ça. Bon, ça dépend. Pour répondre à ça, oui, il y a des limites physiques. Hein. Ah bah oui. Oui. Mais les limites physiques, c'est pas des limites de la croissance, c'est des limites de la productivité. Parce qu'à l'origine de la croissance, c'est l'augmentation de la productivité du travail. Quand on veut être un peu... Donc il y a des limites à cette augmentation de la productivité de la croissance qui provoque la crise. La crise, c'est le moment où on a récession, où on a dépression, c'est-à-dire le moment où on détruit. On voit bien qu'il y a un moment donné, on ne peut plus produire plus. Hein, c'est ça la crise. On ne peut plus produire plus, donc du coup, on détruit. Et plus on détruit, c'est ça l'idée de la théorie des cycles. Hein, plus on détruit, plus la croissance à venir sera importante. Sinon, on sort du système. On peut sortir du système. Voilà. C'est simple. Hein. Oui.
J'ai vu une main se lever, non? Ouais, écoute, Si. je voulais te parler de... Tu dis que la crise est politique et plus qu'économique. Et donc, je voulais parler de l'énergie. Parce qu'en fait, la politique de l'énergie qu'on fait actuellement en France, là, en fait, rien n'est fait. Parce qu'on a l'air de découvrir qu'on ne peut pas fermer les centrales nucléaires. Donc on devait fermer Fessenheim, on devait faire beaucoup de choses. Donc je pense que Hulot, il doit avoir des indigestions tous les jours. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas, si tu veux, il y a des problèmes techniques et technologiques dans l'histoire de fermer les centrales nucléaires. On ne ferme pas une centrale nucléaire comme ça avec un interrupteur. Il en faut 30 ans. Ouais, Et 50. encore, les barreaux d'uranium, il faut les refroidir, tu vois, c'est complexe. Bon. Donc on aurait dû s'attaquer bien avant. Bon. Alors maintenant, la question qu'on pose, est-ce qu'il faut de l'électricité? Oui. Est-ce qu'il en faudra plus? Oui. En plus, on met des bagnoles électriques et des vélos électriques. Donc le soir, les gens, ils vont mettre ça où? Tu vois ce que je veux dire? La prise. Bon, ils vont la mettre quelque part. Et ben oui. Et donc, c'est complexe. Donc, mais on ne s'attaque jamais à ça. Alors la question que je pose, c'est pourquoi on ne s'attaque pas à ça? Et pourquoi on ne fait pas aussi une politique européenne de l'énergie? Parce que ce serait intéressant de faire une politique européenne de l'énergie. Hein, parce qu'on a la possibilité. Bon, alors les éoliennes, bien sûr, mais enfin les éoliennes, il ne faut pas non plus faire attention. Il ne faut pas faire des mégawatts, des kilowatts et des térawatts. Hein. Bon, une éolienne, c'est bien, mais c'est 35% de retour. Hein. C'est 35%. Parce qu'il y a le vent, il n'y a pas de vent. Bon, mais je suis d'accord avec. Hein. Mais il n'y a pas de réflexion globale sur l'énergie. Alors, je ne sais pas, moi, c'est quand même important. Parce que c'est quand même l'avenir. Et il va falloir faire attention. Parce que, bon, l'Allemagne, elle a beaucoup de centrales, je crois, au charbon. Bon, alors ne parlons pas de votre con, là, de Trump, là, qui remet les charbons. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu en penses? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas décider d'une manière européenne sur l'énergie? Oui. Alors, ça, ce sont des questions importantes. En ce moment, la grande idée, quand même, c'est de l'Agence de sécurité nucléaire, c'est de fermer les réacteurs. On ne parle pas seulement des centrales, hein, parce qu'on ferme des réacteurs tous les jours. C'est de fermer les réacteurs, les centrales si nécessaire, de manière rapide. Parce qu'on a un problème de formation. Pour fermer une centrale, pour fermer même un réacteur, il faut que les salariés qui étaient présents au départ et qui ont mis en place le fonctionnement du réacteur ou de la centrale soient encore présents. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Parce qu'il y a eu le savoir-faire dû à l'expérience, qu'on sait qu'il ne faut pas appuyer sur tel bouton, qu'il faut faire telle chose. Enfin, Fukushima a beaucoup servi, puisque, paraît-il, si on voulait limiter ce qui s'est passé dans la centrale, il fallait juste appuyer sur un bouton. Mais ceux qui sont intervenus ne le savaient pas, parce qu'ils ne travaillaient pas dans la centrale. Donc, on a ces questions qui sont les premières questions. Deuxième question, c'est... Quand on ferme les réacteurs, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement à la place, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui est à l'intérieur? Alors, donc vous avez toute une question qui est une question liée sur le retraitement des déchets. Alors, aujourd'hui, vous avez pas mal de réflexions sur l'économie circulaire. Alors, le problème de l'économie circulaire, évidemment, c'est que la logique, c'est intéressant d'ailleurs, la logique de cette économie, c'est que ce n'est pas simplement le fait de se servir des déchets pour faire autre chose. C'est que vous devez concevoir un produit qui puisse ensuite permettre de se servir des déchets, parce que sinon ça ne marche pas. Donc c'est un problème a priori. Hein. C'est-à-dire, en gros, l'économie circulaire propose de transformer totalement le type de production que vous mettez en place. Et du coup, vous avez évidemment une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut ou on ne peut pas se servir de tout ce qu'il y a dans les centrales nucléaires pour faire de l'électricité de nouveau? Et comment est-ce qu'on fait? Et là, il y a une absence, et ça c'est ahurissant hein, quand on y pense, c'est absurde.
il y a une absence de réflexion sur... Non, non, c'est parce que ça a été abandonné. Oui. Les surgénérateurs. Oui, oui, bien sûr. Heureusement que c'était abandonné parce que Oui, non, ça, le je suis d'accord. sodium. Oui, d'accord. Mais je veux dire, par là, au point de départ, on n'a pas réfléchi sur comment est-ce qu'on ferme une centrale nucléaire. Et on est bloqué aujourd'hui. On est bloqué parce que voilà, les conséquences, on les brûle, on les... Ah oui. Ils envoient sur la Lune, certains. Oui, c'est ça, voilà. Et on va se servir de Mars, enfin. Il y a un tas de choses comme ça. Mais sérieusement, il y a... Alors, et vous avez une troisième dimension qui est cette fois une dimension d'affaires économiques, c'est que EDF se trouve dans une situation difficile et que, du fait de son endettement, il a énormément baissé ses capacités de pouvoir produire. Donc, du coup, il a baissé ses cours, il a baissé à la bourse. Comme il y a une partie de l'État qui est encore au capital, on compte beaucoup sur l'État pour recapitaliser, comme on dit maintenant, cette entreprise. C'est pas sûr que, d'ailleurs, le gouvernement actuel le fasse. Donc, il y a plein de points d'interrogation. Areva se trouve dans la même situation, plus le fait que tout ce qu'on vient de construire, de la génération 2,5 sur les EPR, etc., est aujourd'hui très fortement contesté. Contesté parce que ça ne marche pas, bêtement, et puis parce que ils mettent tout de leur côté pour que ça fonctionne. Hein. La cuve n'est pas bonne, enfin bref, les vis sont pas aux normes. Enfin, il y a tout, on a tout. Mais c'est logique, hein, puisque, comme dit l'Agence de sûreté nucléaire, les salariés qui sont les salariés présents sont très souvent des intérimaires qui ne sont pas formés pour intervenir sur tout ce qui est énergétique nucléaire, et donc ils ne savent pas. Et certains d'entre eux sortent quand même pas mal nucléarisés, hein, donc éradiqués, chercher le terme. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment... Alors qu'on a quand même, technologiquement parlant, la possibilité de faire autrement. Hein. Et ça pourrait, comme on le dit très souvent, mais c'est vrai, créer des emplois. On pourrait faire une énergie venant d'autre chose, pas seulement les éoliennes. Les panneaux solaires, de leur côté, posent aussi problème, hein, parce qu'on n'a pas réfléchi sur, justement, qu'est-ce qu'on en faisait après, une fois qu'ils ne fonctionnent plus. On fait quoi? On les jette, on les met dans la mer, hein. Il y en a certains qui font ça. Plus, évidemment, la mafia sicilienne qui se met... Pour moi, c'est que, par exemple, l'EPR, on en a vendu un en Finlande. Bon. En Angleterre. On pense en vendre donc en Grande-Bretagne. Mais l'EPR n'a jamais fonctionné. Non. Alors c'est comme si je te vendais une bagnole et je te disais, bah, écoute, elle est en panne, mais on va essayer de la mettre au point. C'est quand même aberrant, parce qu'on est parti de 3 milliards pour l'EPR de Flamanville, on est à 10 milliards. Et actuellement, les experts qui ont regardé la calotte, c'est-à-dire le couvercle de la cuve, qui a été fabriqué par Creusot-Loire, et Creusot-Loire, c'était des gens qui, à l'époque, étaient les meilleurs forgerons du monde, hein, mais bien sûr, on a viré tout le monde, tous les bons, quoi. Et alors, il y a donc migration du carbone, enfin bon, on a des problèmes qui pourraient générer des fissures. Bon, ça, c'est technique. Mais quand tu penses que tous les guignols d'experts là, qui se sont réunis à Cherbourg, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les jours, il y a Veritas, il y a la Lloyd, il y a tout le monde qui est là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'ils vérifient tous les jours. Donc tout d'un coup, ils s'aperçoivent à la fin. Eh ben, ils ont dû aller dans un bon restaurant à Cherbourg, et puis il y a dû avoir du bon calva, parce qu'ils ont signé, et ils ont dit, bon, ils vont charger fin 2018 hein, avec les barres d'uranium. Et ils disent, jusqu'en 2024. Ça veut dire qu'on aurait mis 10 milliards pour faire fonctionner une cocotte minute qui ne pourra pas faire la vapeur qu'on avait espérée, hein, et pour 6 ans. Bah, non, mais je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas ça, nom de Dieu. C'est technique, si tu veux, ça. Non seulement c'est une aberration sur le plan financier, mais c'est technique. Hein. Alors moi, ça me fout en l'air, ça. Les experts comme ça, je peux te dire... Ah ouais. Oui, ils ont dit surtout qu'ils allaient voir si ça pouvait marcher.
Ah oui, ils ont dit que ça pouvait marcher. Non, non, ils n'ont pas dit. Ils ont dit non, non. Alors, c'est vrai que c'est un L'agence peu de plus sortie. dangereux que le tramway. Hein. Oui. Ah bah, ça. C'est L'agence la de, même opération. Quoi. l'agence Ah oui, de, non, oui, oui, non, mais l'opération du tramway, je suis d'accord. Il y a des. Ah oui, ça parce que c'est pareil, le tramway. Bon, nous, on avait été sur. On va pas en parler, mais c'est une catastrophe aussi Oui. financière. Ça aussi. Bon, Bombardier, mais enfin, il y a eu des enveloppes sûrement, hein, parce que il y a eu des enveloppes bon, là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas d'économie, on n'a pas de plan énergie européen. Non, c'est ça. C'est ça que je Oui, voulais oui, te absolument. demander. Oui. On n'a pas de plan énergie Non. européen. Non, il y a juste l'Allemagne. L'Allemagne a décidé de fermer toutes ses centrales au charbon. Ils ont commencé. Voilà. Mais c'est vrai que pour le reste, non, non, ça n'existe pas, quoi. Y compris parce que là, les intérêts nationaux sont importants. Oui. Les Allemands, ils vont faire comment pour avoir de l'électricité si on va leur en vendre? Ben, la grande idée aujourd'hui, c'est une idée en fait qui est mise en œuvre assez bizarrement en Chine, c'est de se servir de toutes les sources d'énergie dites nouvelles, écologiques. Et la Chine veut faire ça. Il y a une grande quand même, si jamais c'est suivi des faits, mais il y a des chances. Ils ont la volonté de fermer toutes les centrales de charbon. Ils sont énormes en Chine. Puis ça se voit, hein, parce que si vous allez à Pékin ou à Shanghai, vous avez un espèce de smog le matin qui est très beau, que tout le monde respire et tout le monde tousse. C'est assez extraordinaire. Mais, mis à part ça, oui, la grande idée aujourd'hui, c'est de chercher, on en a trouvé certaines, des énergies nouvelles, et on peut mettre en place des systèmes qui ne soient pas des systèmes liés au nucléaire. Il y a la capacité de le faire, technologiquement. Ben, la grande idée aujourd'hui, c'est l'hydrogène, se servir du soleil. Ça existe déjà en Islande. Oui, les questions portent sur le stockage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut stocker. Il y a des chercheurs actuellement qui pensent qu'ils vont réussir à stocker l'hydrogène en matière solide. Mais bon, ça c'est simplement en labo pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que l'hydrogène c'est intéressant parce que l'hydrogène après c'est rien. Hein. Oui, c'est ça. Mais attention, hein, l'hydrogène, il ne faut pas arriver avec une cigarette. Hein, c'est interdit de fumer maintenant. Ah non, mais l'hydrogène, c'est formidable, mais attention. Mais ce qu'il y a, par exemple, moi j'en avais parlé à l'ancien président de région, là. Je lui disais, à Beauvais, mais enfin, à chaque fois que vous donnez une subvention à une commune pour faire, par exemple, un club de sport ou une cantine scolaire, pourquoi vous ne mettez pas sur le toit des panneaux solaires pour fabriquer l'eau sanitaire? Parce que l'eau sanitaire, c'est rien du tout, les panneaux d'eau sanitaire. C'est simplement une couche, une tôle noire, de la laine de verre, il y a un serpentin à l'intérieur, une entrée, une sortie, un liquide caloporteur, et puis un échangeur dans un chauffe-eau. Hein. Eh bien, écoute, non, ils ne font pas ça. C'est-à-dire que j'obligerai les gens qui demandent des subventions à ce qu'ils aient au moins ça. Oui, c'est sûr. Et quand tu penses qu'en plus, ces engins-là, on les achète en Allemagne, alors qu'on n'est pas capable de faire ça, c'est rien à faire. Hein. C'est basique, ça. Et en plus, une fois qu'il est foutu, eh bien, tu le détruis, il n'y a rien. C'est simplement du métal, hein, c'est rien du tout. Mais moi, je ne comprends pas ça, parce que les panneaux solaires au silicium, c'est différent. Bon, c'est ce qui fournit l'électricité, bon, d'accord. Mais je veux dire, en plus, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut savoir que quand même, ils envoient ça à l'EDF, ça coûte très cher à nous, ça nous coûte très cher, cette histoire-là. Mais les panneaux solaires pour fabriquer l'eau sanitaire, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le faire. Parce qu'il y a du soleil en Normandie. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a. Pour terminer, je voulais, et ça va être une conclusion, Naomi Klein, qui avait publié La stratégie du choc, il fut un temps, a publié un livre qui n'est pas très très bien écrit, je le regrette, mais qui pose toutes ces questions. Les questions d'énergie, les questions de lutte contre les mutations climatiques, l'écologie. Et ça s'appelle « Dire non ne suffit plus ». Et je pense que c'est tout à fait notre situation. Dire non ne suffit plus, mais c'est quand même nécessaire. Eh bien, à la semaine prochaine.